Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de cours concernant la mécanique pour les deuxième année baccalauréat scientifique. Donc en entamant le premier cours qui s'appuie sur les lois de Newton. Alors, définissons tout d'abord un repère orthonormé direct. On dit qu'un repère orthonormé direct si les trois axes sont perpendiculaires l'un à l'autre, direct si elles tournent dans le sens direct, c'est-à-dire x vectoriel y selon z. Donc par repérage d'un point M quelconque dans l'espace, avec xm, ym et zm sont les coordonnées cartésiennes du point M par projection sur le plan x, y et par projection sur l'axe z. Donc définissons tout d'abord le vecteur position OM. Donc c'est un vecteur très important. On va voir trois vecteurs très importants pour ce cours-là. Pour le premier, c'est le vecteur position OM, c'est-à-dire la localisation du point M dans l'espace. Donc le vecteur OM possède xi plus yg plus zk, i, j, k étant les vecteurs unitaires de ce repère-là. Donc petit i, petit j, petit k. Donc pour calculer le module ou bien l'intensité de ce vecteur, on doit faire la racine de la somme des carrés des x, y, z. Donc x, y, z étant les équations horaires du mouvement du point M. Passons maintenant au vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse V est défini comme étant la dérivée du vecteur position qu'on avait tout à l'heure. Donc supposons qu'un point M décrit une trajectoire quelconque. Donc à un instant t, il est là. Un instant t', il est là. On note m'. Donc toute trajectoire est une succession du point M dans l'espace et dans le temps. Donc pour définir le vecteur vitesse, c'est la tangente à ce point-là. Donc le V de M, c'est la tangente appliquée au point M. Par projection sur ce plan-là, on obtiendra le V de X et le V de Y comme étant les composants de vecteur V. Donc V, ça va être V de X suivant I, V de Y suivant J, V de Z suivant K. Donc pour calculer la norme, il vous faut juste faire la racine de la somme des carrés des composantes. Et on va parler sur une chose très importante, est qu'un vecteur quelconque possède trois caractéristiques principales, à savoir une direction, c'est-à-dire il doit avoir absolument une direction, c'est-à-dire une droite qui passe par ce point-là. Un sens, c'est-à-dire soit dans ce sens-là, soit dans le sens contraire. Il ne faut pas mélanger entre la direction et le sens. Une direction possède deux sens, mais un sens, n'est qu'un seul. Donc le sens, ça dépend du mouvement. Si le point M est ascendant, donc le vecteur V doit être dirigé dans ce sens-là. Si V descendant, donc va diriger vers le sens. Donc V suit le sens du mouvement. Donc il y a aussi l'intensité ou bien le module, ça dépend du calcul. Donc pour le vecteur, c'est la somme de carrés de composantes. Et bien on va partir, on va définir la première composante V de X comme étant la dérivée de X, V de Y c'est la dérivée de Y, et V de Z c'est Z point, c'est-à-dire la dérivée de Z par rapport au temps. Donc on va définir aussi ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Donc supposons que un point M fait une succession, il tape à chaque fois par exemple au cours du temps un point M.
donc se déplace. Voilà le sens du mouvement. Donc à l'instant t est égal à 0, il est là. À l'instant t1, il est là, ainsi de suite. Donc sachant que pour parcourir d'un point vers l'autre, il faut un taux est égal à 50 millisecondes, c'est-à-dire que le temps qu'il faut pour passer de M0 vers M1, c'est le même pour de M1 vers M2, ainsi de suite. Mais les distances sont différentes comme vous voyez. Donc, pour décrire un V de MI, donc I, c'est un indice que prend le M. Donc, il suffit de remplacer, c'est-à-dire, c'est la distance MI moins 1, MI plus 1 sur 2 taux. Parce que, à chaque fois, il fait un taux. Donc, la vitesse, par exemple, si on prenons un exemple là, la vitesse au point M1, c'est M0, c'est MI1, MI moins 1, MI plus 1, c'est-à-dire M0 plutôt, M2, sur 2 taux, puisqu'il est fait un taux ici et un taux ici. Donc, il suffit de remplacer la distance qui est ici sur 2 taux, sachant taux, et on va calculer tout simplement la vitesse en mètres par seconde. Donc, de toute façon, maintenant, troisième vecteur, c'est le vecteur accélération. Donc, il dit quoi? Donc, quand vous voyez que ces trois vecteurs sont enchaînés, c'est-à-dire que un dépend de l'autre, donc le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur v, vitesse par rapport au temps, c'est la deuxième dérivée du vecteur position. Donc, par projection sur le plan, on obtiendra les composantes AX, AY, AZ, suivant I, J, K. Donc l'intensité, ou bien le module, c'est la somme des carrés des composantes. Donc A du X, c'est la dérivée de V de X, de la composante suivant X, c'est la dérivée seconde du X, ou bien note X de point. De même pour le AY, suivant Y, c'est la dérivée de VY, Y de point, et AZ, c'est Z de point, et la dérivée de V de Z. Donc tout ça, on a parlé juste dans un repère dit galiléen, c'est-à-dire un repère orthonormé direct. Passons maintenant à un deuxième type de repère, ou bien une base, quand on l'appelle la base de Freinet. Donc quelle est l'utilité de faire cette base, ou bien d'intégrer cette notion-là? Eh bien tout simple. On considère un point M qui fait une trajectoire rectiligne, non rectiligne, pas forcément, pardon, c'est-à-dire une trajectoire courbée. Donc, à ce stade-là, on parle de base de Freinet. Donc, la base de Freinet est composée de points d'application M, le U, vecteur unitaire tangentiel, et vecteur N, le vecteur unitaire normal. Donc, le repère de Freinet, pourquoi on l'utilise? Eh bien, tout simplement pour faciliter la tâche. Au lieu de faire une projection dans le repère, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, prenons un repère orthonormé direct. Donc, prenons un point M qui fait une trajectoire courbée. Donc, voici le M. Donc, au lieu de faire la projection sur le plan et sur le Z, parfois, on peut simplifier la tâche et faire un repère ici. On change le point d'application qui est le O. Les axes, on fait le U et on fait le N. Donc, toujours le N, il est dirigé vers l'intérieur du mouvement. On fait un petit prolongement. Par exemple, on fait un prolongement comme ça. Alors, prolongement comme ça. Pour décrire si cette trajectoire est courbée, on peut définir un rayon et un centre de ce cercle-là. Donc, voici le rayon. C'est de même, c'est la distance de la OM. On appelle le rayon par exemple R. Donc, N dirigé vers l'intérieur. U, c'est vecteur tangentiel au point M.
Donc on peut faire une projection, par exemple, du vecteur vitesse ou bien accélération. Supposons qu'on a l'accélération, par exemple, à ce point-là, il est là. Donc au lieu de faire la projection de A sur ce repère-là avec 3 axes, donc c'est simple, on fait juste la projection sur ça et la projection sur ça. Et ça va faciliter la tâche, donc c'est ça l'utilité de la base de Freenet. Donc sans vous retarder, on va passer par exemple l'expression de l'accélération dans la base Freenet. Donc A, il possède deux composantes AY et AT plutôt et AN. La composante suivant la tangentielle et la composante suivant la normale. Donc la composante suivant la tangentielle, c'est suivant U et la tangente et la composante normale suivant N. Donc voici un exemple. On a le vecteur A ici, donc on fait la projection sur U, la projection sur cet axe. Donc le sens de mouvement c'est ici. Donc pour calculer l'intensité, il faut juste la racine du carré. Donc on définit AT comme étant l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais pour le AN, c'est l'accélération normale, c'est V au carré sur phi. Phi étant le rayon de courbure, ou bien ρ, tout simplement ρ, ou bien R. Donc c'est un rayon de courbure. Donc passons maintenant au type de mouvement. On a plusieurs types de mouvements qui existent, mais on va s'intéresser ici au mouvement rectiligne uniforme varié, le MRUV. Donc le mouvement d'un centre de gravité, puisque on s'intéresse au centre de gravité d'un solide dans la mécanique, donc A de G est constante. Cela veut dire quoi? Donc dans une trajectoire rectiligne, puisque le mouvement est rectiligne, uniforme, varié, c'est-à-dire on peut localiser un point M ici, le point M2 ici, le point M ici et le point M ici. Donc, qui dit que A de x est constante, dit que V est égal à A de t plus V, et le x, 1 demi A t au carré plus VT plus x0. D'où viennent ces équations? On va expliquer tout ça tout de suite. Donc le A est constante, le V est une droite, et le x est sous forme parabolique. Donc on va simplifier ça. Donc on va prendre le A, donc l'accélération est constante. Donc pour partir de A vers la vitesse, dans ce sens-là, on va faire la dérivée, on va faire l'intégrale plutôt. Donc l'intégrale de A et l'intégrale de A. Donc on note A est égal à une constante est égal à 0 ou bien à 0. Juste pour simplifier la tâche, c'est une constante. Donc c'est juste un nom. Donc V, donc l'intégrale de A, c'est V de t, c'est la vitesse. Donc est égal à quoi? Est égal à l'intégrale de constante, c'est cette constante fois t plus une certaine constante, autre constante qu'on en appellera K0 par exemple. Donc de même, pour passer du V à l'autre, donc on va faire l'intégrale de tout ça. Donc l'intégrale du V de t, donc ça donne x de t. Donc l'équation horaire suivant x est égale à 1 demi, quoi? 1 demi fois la constante, ce qui est A0, donc on remplace A0 ici. De même ici, on peut remplacer cette constante par A0 fois t plus K0, ça dépend des conditions initiales de l'exercice. Généralement, ce K0, c'est la vitesse référentielle ou bien la vitesse à l'instant t est égal à 0 qu'on notera V0. Donc ça devient 1 demi A0 fois t au carré plus quoi? Plus cette constante qui est V0 fois t plus une certaine constante qu'on appelle K1 avec K1, c'est ça dépend des conditions initiales de l'exercice. C'est généralement le K1 c'est x0. C'est l'abscisse en x0, donc on peut remplacer ici par x0.
Donc vous voyez, c'est simple, le truc là, pour passer de A dans ce sens-là, on fait une intégration. Et pour passer de x vers le A, on fait une dérivée. Donc ici, on fait une dérivée. Donc il y a deux possibilités. Donc le A est constante, c'est une constante, c'est pourquoi on a fait ça dans un repère. V de x est égal à A0 fois t plus V0, c'est une droite. Donc c'est une droite. Et le AT au carré, VT, c'est une forme parabolique, comme ça. Donc on va faire ça. Ok. Donc A c'est constante, V, comme on a déjà établi, c'est une droite, A x de t c'est parabolique. Et de même pour le A de y, A de z, V de y, V de z, x, y, z. Donc c'est comme ça qu'on établit toutes les équations possibles. Donc on va parler sur une chose très importante, c'est cette relation-là, c'est la relation indépendante de temps. Donc V de b au carré moins V de a au carré est égal à 2 fois l'accélération x à xb moins xa. Je vais vous expliquer ça. Donc la relation indépendante de temps, à quoi sert, ou bien quelle est son utilité? Eh bien, par exemple, si on a un point ici A, et on a un point ici B. Donc ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y. Donc les coordonnées de A c'est xa, ya, donc xa. On s'intéresse juste en x, xa et xb. Donc supposons que un corps S ou bien une boule glisse sur ce plan-là, par exemple. Sur ce plan-là, le sens de mouvement c'est ici. Donc le point A possède une vitesse. Il était avec une vitesse A, VA et VB. Donc sachant l'accélération de ce corps-là, S, on note ça c'est S. Donc il possède un centre de gravité G. Donc il y a A de G, c'est le vecteur. Par exemple, supposons que le vecteur dans ce sens-là. Donc, sachant le V de P, sachant le V de A, donc on peut faire V de P au carré, donc moins V de A au carré, donc est égal à quoi? Est égal à 2 fois l'accélération de G fois XB moins X1. Donc c'est une équation très importante. Si on sait V, les vitesses, on peut calculer l'accélération par exemple, ou bien on peut déduire les 1 de x, soit xb, soit x de a. Donc c'est une équation, l'essentiel qu'il est indépendant de temps. Donc le temps n'apparaît pas. On va passer à autre chose maintenant. Donc on va passer les lois. Donc les lois, il existe 3 types ou bien 3 lois de Newton. Donc première loi. Donc la première loi de Newton, c'est le principe d'énergie. Il dit quoi? Il dit que la somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. Le système est isolé ou pseudo-isolé. On peut déduire que le AG est égal à 0 et le VG égale constante. Donc dans un repère galiléen, un système ponctuel isolé ou pseudo-isolé soit immobile d'un mouvement rectiligne uniforme. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on va commencer par la somme des forces extérieures. La somme des forces extérieures égale à vecteur nul. Donc, cela veut dire quoi? On va supposer qu'un corps S quelconque, un corps S avec un centre de gravité G, et un centre S, un solide S plutôt, avec un centre de gravité G, donc on exerce une force F1, on exerce une force F2, sur ce corps-là, on exerce, sont des forces extérieures. On exerce une force 3 jusqu'à Fn, force. Donc jusqu'à Fn, force. Donc,
la force F1, la somme des forces extérieures F1, plus quoi? Plus la force F2, plus la force F3, donc est égal à quoi? Est égal à vecteur nul. D'où vient ça? Je vais expliquer ça. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu le deuxième, la deuxième loi de Newton, mais je vais vous annoncer maintenant. Donc, la somme des forces est égale, ça c'est la deuxième loi, est égale à m fois l'accélération hg. Donc, qui dit que la somme des forces est égale à un vecteur nul, dit que le MA est nul. Donc, le MA G est nul, égal au vecteur nul. M bien sûr différent de 0, le M différent de 0, et le reste, le A de G égal au vecteur nul. Comme on a déjà vu que pour passer de A vers la vitesse, on doit intégrer. Donc l'intégrale de A est égale à l'intégrale de vecteur nul. Donc l'intégrale de A, ça va vous donner une vitesse avec vecteur. L'intégrale de 0 est égale à une constante. Donc, c'est ça. Donc, la somme des forces égale à 0, donc implique directement que la vitesse est constante. Qui dit que la vitesse est constante, dit que, deux points, le solide S, ou bien le solide S, est en repos. Ça, c'est la première conséquence. Est en repos. Repos. Donc, deuxième point, la vitesse de son centre de gravité, toujours on parle G, centre de gravité, égale à constant. Donc ce mouvement est uniforme. Égal à constant. Ce sont les deux conclusions, ou bien les deux conséquences de la première loi de Newton. Donc, on va passer maintenant à la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi dit quoi? Théorème de centre d'inertie de TCI. Donc la somme des forces extérieures égale à m fois l'accélération de hg. Donc toute solide, donc je vais vous expliquer ça. Donc supposons un solide, par exemple un solide S de masse m, par exemple de masse m avec son centre de gravité ici, qui glisse sur un plan horizontal pi. Donc ce corps-là, S, possède une certaine masse, m petit m. Donc, la somme de forces extérieures appliquées à ce point-là égale la sans masse fois l'accélération h. C'est très important qu'on a un solide S et l'ensemble des points. Donc, ce solide-là, un ensemble de points 2, 3, 4. Donc, tous ces points font un mouvement. Mais on s'intéresse au centre de gravité qui représente la totalité du mouvement de ce corps-là. C'est pourquoi on fait toujours A de G, V de G, etc. Donc, avant ça, on va passer... Quoi? Le vecteur V est constante. Donc, on va voir ça par application. Donc, on passe maintenant à la troisième loi de Newton, c'est le principe d'action et de réaction, ou bien action réciproque. Donc, dit quoi? Elle dit, par exemple, si on a un corps A et un corps B, et A possède une masse m de A, B possède une masse m de B, donc A exerce une force sur B. Donc, est noté F de A sur B. Donc, à son tour, le B exerce une force sur A. Donc, note F de B exercée sur A. Donc, quelle est la relation entre ces deux forces? C'est vrai que la première remarque que le FA exercé sur B est dans le sens contraire de B. Pour que les deux corps soient au repos ou bien à l'équilibre, par exemple, une personne A
veut exercer une force sur une personne B à l'aide ou bien via d'un câble. Donc, pour que les deux personnes restent en équilibre, il faut que la personne A exerce une force presque la même de B pour que les deux personnes ne tombent pas. Donc, de même. Donc, le A doit exercer une force. Donc, c'est ça le principe. Donc, F de A est égal à moins, avec un signe moins. D'où vient le signe moins? Ça vient du fait que le sens de A, de ce vecteur-là, est le contraire de ce vecteur-là. Donc, c'est ça le principe d'action et de réaction. F de A est égal à moins F de B appliqué sur A. C'est la troisième loi de Newton. Donc, ce sont les trois lois de Newton dans ce cours-là. Donc sont tellement importantes à l'étude d'un tel système mécanique. Donc, comment exploiter donc la deuxième loi que j'avais dit tout à l'heure, que j'avais parlé. Donc, il faut suivre certaines étapes nécessaires. Donc, à savoir, premièrement, on doit préciser le système à étudier. Ensuite, on doit établir le bilan énergétique appliqué sur ce point matériel, et soit des forces de contact, soit des forces à distance. Donc, il existe deux types de forces, des forces à contact et des forces à distance. Par exemple, des forces à distance sont des forces qui ne s'appliquent pas directement sur la surface de ce corps-là. Par exemple, une force magnétique, il est loin du corps, mais les forces à contact, par exemple, on exerce une force F, bien la réaction d'un plomb, etc. Donc, on doit faire un schéma simple pour mieux comprendre l'exercice. On doit faire aussi un repère, c'est très important. Choisir un repère galiléen convenable avec l'exercice. Donc, je vais vous montrer une petite application d'un système pour faire tout ça. Ensuite, écrire la relation vectorielle, la somme des forces, donc en appliquant le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces extérieures est égale à m fois l'accélération, puis on fait des projections suivant x, y, et on fait soit la projection des forces et la projection de A. Donc c'est tout ça, on va essayer de faire un petit résumé avec une petite application pour qu'on puisse mieux comprendre ça. Donc je vais vous montrer ça, donc l'astuce est simple. Donc revenons à notre système, donc on a par exemple un solide qui glisse sur un pi, qui glisse sur un plan, donc un solide de masse m, de centre de gravité g, donc on note g, le centre de gravité, une masse m, donc on exerce par exemple une force extérieure, F, sur ce corps-là. Donc, puisque ce corps-là possède une masse, donc il est évident de parler sur le P, la pesanteur, le P, le poids, donc le poids de ce. Donc, on va parler, par exemple, si on a avec frottement, donc la réaction apparaît. Sans frottement, la réaction, il a donc un style très sophistiqué. Donc avec frottement, ça va être comme ça, incliné. Le R incliné. Sans frottement, le R est toujours perpendiculaire. Une chose très importante, on va suivre les étapes ici. Donc premièrement, on va définir le système. Donc le système à étudier, donc c'est la masse M, ou bien le corps S. Le corps S. C'est comme ça qu'on fait toujours suivre ces étapes-là pour résoudre un tel problème. Donc en deuxième, on établit le bilan énergétique. Donc le bilan plutôt le bilan des forces extérieures. Pardon. Je me suis trompé avec les énergies. Donc le bilan des forces extérieures. Donc on va faire étape par étape. Le système, c'est le corps S.
c'est là que j'ai dessiné. Le bilan des forces, on doit établir toutes les forces possibles. Le P, le R c'est la réaction, et le F c'est la force extérieure. Une chose très importante dont je vais vous parler, c'est l'application. Donc le point d'application de P. Toujours le P s'applique au point G, centre de gravité. Son sens, c'est dirigé vers le bas toujours. La direction, c'est cet axe qui passe par le G. Et l'intensité, c'est M fois G. Donc c'est M fois G. Donc ce sont les 4 caractéristiques d'un vecteur quelconque. Un vecteur, il possède un point d'application, un sens, absolument un sens. C'est une droite qui passe par son centre de gravité. Direction plutôt, ici direction. Un sens, soit dans le sens comme ça, soit dans ce sens-là. Donc l'intensité de V, ou bien le module de V. Donc le R, j'avais dit que le R avec frottement s'est incliné toujours dans le sens contraire du mouvement. Parce que, par exemple, si on a le mouvement passe dans ce sens-là, donc le R doit être dirigé vers le sens contraire. Si par exemple il n'y a pas de frottement, on dit dans l'exercice qu'il n'y a pas de frottement, donc le R doit être vertical comme ça. Donc il y a deux possibilités, deux cas de figure de cet exercice. Donc le F c'est une force extérieure exercée sur la surface du corps S. Donc ce sont les bilans. Donc on va passer maintenant l'application du principe fondamental de la dynamique, ou bien deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma, ou bien m accélération de G. Donc on a établi les bilans des forces. Donc une chose très importante, si vous trompez dans le bilan des forces, donc tout l'exercice va être erroné. Et c'est une chose mal dans les exercices de la physique. Donc pour cela, je vous conseille de se concentrer sur l'énoncé de l'exercice, lire et relire l'énoncé, puisque c'est très important les données qu'on donne dans l'exercice. Donc par exemple, on passe maintenant, sans trop retarder, le P plus le R plus le F, qui est la force extérieure. Donc c'est ça, la somme des forces est égale m fois l'accélération. C'est tout simplement de A de G. Donc on va faire quoi? On va choisir un repère convenable. Donc je vais le faire avec un bleu. Donc on va faire ça, c'est le haut. C'est ça notre repère. C'est ça le X. C'est ça l'axe dx. Et ça, c'est l'axe DY. Donc, par projection sur cet axe, donc on va projeter les forces. C'est simple, le procédure. Donc, je vais faire comme ça. Donc, par projection sur OX. Ça donne quoi? Donc, on commence par le P. Le P de X, la composante suivant X. Si on projette le P sur X, ça va donner un point, donc c'est 0. C'est 0. Plus quoi? Plus la projection de R. Donc R, on suppose qu'il y a frottement. Donc le R, ça va être la projection ici dans le sens inverse. Donc un signe moins, ça va apparaître. Donc c'est moins la composante R de X suivant X. Quoi encore? Le F suivant X avec un signe moins puisqu'il est dans le sens contraire. Donc c'est moins F. Égal à quoi? Égal M fois A de X, suivant la composante X. Projection par projection suivant Y, donc la projection suivant OY. Donc, on projette le P, on fait un prolongement de l'axe Y, donc c'est ça l'axe Y. Par prolongement de P, il est dans le sens inverse, donc moins M fois G, ou bien PY. Projection de R sur l'axe Y, ça donne un plus, RY. Projection de F sur ça donne 0. Projection de Y, MAY. Donc on voit très bien que
l'accélération suivant x et l'accélération suivant y. Donc, comment on détermine maintenant le a de x et le a de y? Donc, le processus est simple. On va voir que le S fait un mouvement dans ce sens-là. Sens de mouvement. Donc, le sens de mouvement, il indique le sens du vitesse. Donc, la vitesse est comme ça. Donc, la vitesse, il est comme ça. Donc, si on fait la projection sur le plan, donc, il possède deux composantes, V de X et V de Y. Plutôt, V de Y, c'est 0. Donc, V de X, elle existe, différent de 0. V de Y est égal à 0. Donc, on sait que le A de X est la dérivée de V. Donc, le A, le V, il est là. Donc, le V, il est là. Donc, il est la dérivée de V de Y par rapport au temps. Donc, V suivant X. Donc, si on intègre ça, donc V suivant X, ça donne un A de X différent de 0. Donc, puisque V de Y est égal à 0, donc le A de Y différent de 0, donc le A de Y est nul. C'est là où il vient que l'accélération suivant X est différente de 0 égale à 1 et l'accélération suivant Y est nulle. Pourquoi? Puisque le A, normalement, c'est la racine de A au carré X plus AY au carré. Donc, si le A de Y est nul puisque la vitesse suivant Y est nulle, donc ça reste le A de X au carré avec la racine, ça donne A de X. Donc, vous voyez que le A de X égale à A. C'est pourquoi vous allez trouver dans certains exercices que par projection sur le plan X, vous allez mettre tout simplement ici le MA sans X. Et ici, vous allez mettre directement 0. Donc, c'est ça sans démonstration. C'est ça pour ce cours-là. Donc, c'est tout ça. J'espère que vous avez bénéficié de ce cours-là et tout est clair. Je suis débutant, j'essaie de vous expliquer ce que j'ai appris. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses, veuillez me laisser vos remarques, vos questions. Et je vais, Inch'Allah, faire des exercices pour ce cours-là. Et ensuite, en passant au deuxième cours de cette série de la mécanique.